Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, un petit peu bousculé ce matin, on a mélangé les pubs, on a pris un peu de temps, on a changé d'invité. Les invités qui ne sont pas venus. Voilà, on vous dit tout des coulisses de l'émission. Heureusement, Eric Revel est là, toujours fidèle, présent. Prêt. Le couteau suisse. Valérie, le couteau suisse. On va l'appeler comme ça. Tire-bouchon compris, parce que voilà. dans le couteau suisse, il y a un tire-bouchon. Nos autres débatteurs Cette information est importante. ne devraient pas tarder à arriver. Est-ce qu'elle est liée au fait que vous ayez une grosse voiture? Non, mais que j'aime le vin, oui. Voilà. On va. Bon, je vous donnerai le sommaire dans un instant. Mais pendant que vous êtes là, vous aviez un coup de gueule. Alors, j'ai un coup de gueule et j'ai une petite news. Depuis hier, vous avez une Freebox, Valérie. Oui. Et vous avez Free. Oui. Alors, avant, vous pouviez avancer les pubs, vous pouviez reculer. Oui. Et ben, TF1 vient de bloquer les pubs. C'est-à-dire que si vous avancez pendant la Starac, la pub, vous ne pouvez plus. C'est-à-dire, vous regardez la Starac, vous avez un quart d'heure ou 20 minutes de décalage pour avancer sur les pubs. Vous ne pouvez plus. TF1 a bloqué les pubs. Et surtout, si vous allez en arrière, il vous met le point en arrière, mais le point de la dernière pub. Et là, vous verrez la pub. C'est ce qu'on appelle le start over. Désormais, sur Free, vous ne pouvez plus zapper les pubs, ce qui était un peu l'avantage du start over. Et alors, espérons que c'est une bonne info. Hein. Espérons que M6 et les autres chaînes ne fassent pas ça, parce que c'est un moyen quand même de mettre son programme une demi-heure après et d'avancer au moment de des la pubs. pub. Ouais, mais enfin, en même temps, Gilles, les médias ont besoin de recettes. Hein. C'est exactement le discours de TF1. Bah oui, j'ai appartenu à la grande maison. Donc, mais c'est vrai. Les chaînes privées ont besoin de recettes, donc si les pubs sont plus regardées, les annonceurs le savent et donc ils payent moins le coût du GRP. Donc il faut quand même que les gens regardent les pubs. Oui, mais du coup moi j'ai trouvé une astuce, j'enregistre. Ah bah voilà. Et alors vous pouvez avancer, c'est un enregistrement. Voilà. Et donc vous aviez un coup de gueule. Alors moi j'ai un coup de gueule, je vais vous raconter ma vie privée, je sais qu'elle vous passionne, Valérie. Je compte m'acheter un ordinateur, me faire un petit cadeau pour Noël. Donc j'ai un modèle, je sais lequel, mais avec le Black Friday. Mais ça va dans tous les sens, le Black Friday. Et donc, mon ordinateur, il varie entre 700 € et 1400 €. Avec les Black Friday même, y compris. Donc, mon coup de gueule, c'est un peu le Black Friday qui était réservé à une seule journée, dans lequel tout était concentré sur les promotions. Et maintenant, c'est devenu les soldes d'une semaine. Oui. Et je disais ce matin que le Black Friday était plus important que les soldes aujourd'hui. D'hiver, que les soldes d'hiver. Que les soldes d'hiver. Faut dire que les soldes, en général, ont perdu de leur intérêt. Et que aujourd'hui, le Black Friday ne veut plus dire grand-chose. C'est juste une opération commerciale pour acheter un peu avant les fêtes et avant de Noël. Et moi, je trouve ça a un intérêt, on paye moins cher. Bah oui, non, parce que je trouve qu'on est noyé dans toutes les offres. Tout le monde fait Black Friday. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à l'heure, attention, vous avez raison de dire qu'il faut connaître une publicité, c'est Black Friday chez les Clémentines, chez Carrefour. Non, mais franchement, donc Black Friday pour vos Clémentines. Non, mais ce qu'il faut, c'est surtout, c'est être très vigilant, très vigilant sur ce que vous voulez acheter. Et je pense qu'il y a des arnaques. Parce que vous qui vous connaissez en économie, est-ce que c'est un vrai poids économique, le poids évidemment, Black Friday? C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour. Alors en plus, si vous voulez, ce qui est intéressant, parce que c'est pas calé là par hasard, c'est que c'est un mois, même si vous êtes gouré dans les dates tout à l'heure, c'est juste un mois avant Noël. Donc évidemment, les gens achètent aussi leurs cadeaux de Noël normalement moins cher à ce moment-là. Pas faire Noël au 10 janvier parce qu'on sait que dans les magasins, tous les ordinateurs et autres... Vous n'avez pas de famille, pas d'enfants, pas de... Donc, mais Gilles, qui n'ont pas été vendus, ils sont 10 fois moins chers. Oui, mais la loi économique, c'est la loi économique. Si Noël, si Jésus-Christ était né le 10 janvier, oui, mais en réalité, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait moins cher avant et plus cher le 10 janvier. Puisque c'est, ou les quelques jours qui précèdent le 10 janvier, puisque c'est là où il y a plus de demandes. L'économie, c'est très simple, c'est de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes et pas d'offres, le prix augmente. Si vous avez beaucoup d'offres et pas de demandes, le prix baisse. Si vous mettez Noël au 10 janvier, il se passera exactement ce qui se passe pour la première quinzaine de décembre où tout le monde veut acheter quelque chose. Mais est-ce que les Français ont changé leur comportement? Avant, on achetait quand même au dernier moment, les Français. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les grands magasins restaient ouverts le dernier week-end de Noël et tout le monde... c'est les 4 dimanches qui précèdent Noël qui sont ouverts. Ouais, enfin là, c'est quand même un peu la folie, là. Même en ce moment. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour, puisqu'on est boulevard Haussmann à Paris, où il y a les grands magasins, les Galeries Lafayette, le printemps. Même déjà, là, c'est... Ouf.
Ouais. Et vous avez eu un article dans Le Parisien, guide d'achat. Ces 3 sextoys adoptés par de nombreuses femmes sont en promotion pour le Black Friday. Je préfère regarder mon ordinateur, si vous voulez bien. On ne veut pas savoir. Allez, on se retrouve dans un instant pour nos débats. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous débattons, commentons l'actualité aujourd'hui autour d'Éric Revel qui est là, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Bonjour messieurs, bonjour du à tous. lundi au jeudi, 7h25. Vous avez rajouté un jour ? C'est pas du lundi Jeudi. Non, lundi, jeudi. Lundi, jeudi. Mais oui, je suis content d'être avec Jean-Jacques Bourdin dans la matinale. Grand matin Sud Radio avec une matinale qui cartonne de Jean-Jacques Bourdin. Vous avez vu, il a été repris partout avec son interview d'Éric Coquerel hier qui ne savait pas très bien qui était Boualem Samsal et il savait pas au début, il a dit et non, surtout je vois pas qu'il est très mal à l'aise sur l'islamisme le plus radical. Ouais. Il ne faut pas critiquer parce que ce sont des musulmans. Très bien. Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Bonjour. Bonjour Valérie. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Bonjour. Et Mickaël Darmon. Bonjour. Bonjour, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Le Pape et la Matriarche. C'est l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican et c'est paru aux éditions Passé Composé. On va revenir sur la formation de la nuit quand même. Anne Hidalgo ne briguera pas de 3e mandat. Alors moi j'ai reçu à peu près 10 ou 15 textos de gens, de youpi, de champagne, de gens qui font la fête. Bon, on en reparlera. On va parler de la censure, on va parler de l'apologie du terrorisme et de l'intelligence artificielle intelligence avec l'ennemi. Estrosi qui a annoncé ce matin porter plainte contre Éric Coquerel, les 20 ans requis contre Dominique Pellicot. Bref, beaucoup de sujets, beaucoup de cœurs. Ça c'est vrai l'histoire d'Estrosi ? Oui. Ah, je pensais que c'était une fake news. Non, ce matin sur Europe 1 et CNews. On va vérifier quand même, mais je pense que non, c'est vrai. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Moi, j'ai envie de commencer par mon coup de gueule. Ce matin, je suis tombée sur l'interview de la ministre chargée du handicap. Est-ce que vous connaissez son nom ? Parmentier quelque chose. Madame Parmentier. C'est une noble donc, Parmentier quelque chose, quelque chose. Mais non, pas de quelque chose. Parmentier de quelque chose. Personne ne sait. Non. Donc elle s'appelle Madame Charlotte Parmentier-Lecoq. Elle était interrogée par nos confrères de France 2 sur les fauteuils. Vous savez, c'était sur Europe 1, me dit-on. Sur les fauteuils, vous savez qu'il est question de rembourser les fauteuils pour les personnes en situation de handicap. Écoutez sa réponse. Mon objectif et mon engagement, c'est qu'on atterrisse sur le scénario de remboursement des fauteuils d'ici à la fin de l'année. Parce que ça s'appuie sur des discussions, des négociations qui sont assez complexes et qui ont été déjà conduites depuis avril 2023. Et une fois que ce scénario sera entériné, il y a un temps de mise en œuvre technique que je veux le plus court possible pour que en 2025, on puisse commencer à rembourser intégralement les fauteuils roulants. Alors, c'est mon objectif et mon engagement est que l'on atterrisse sur le scénario. C'est plus sur la. Non, mais ça veut dire qu'il y a rien, qu'il y aura rien et qu'il y aura pas de remboursement des fauteuils roulants. Oui. C'est ce que ça veut dire. Je pensais que vous alliez viser le langage très techno. Oui, c'est ça. C'est le langage c'est comme que ça va se faire. Elle est incapable de répondre réellement à la question. Mon objectif est que l'on atterrisse sur le scénario des fauteuils roulants. Traduction, il n'y a rien. Traduction, il n'y a rien. Je l'ai envoyé ce matin à Dominique Farrugia, qui est très engagé sur le sujet. Il me dit ça veut dire qu'il n'y aura rien et que cette promesse ne sera pas tenue. Un bon fauteuil, ça vaut jusqu'à 10 000 euros. Oui, absolument. Et c'était un des débatteurs qui avait raconté qu'il avait été interpellé dans sa région par des gens qui lui expliquaient qu'en fait, alors le dispositif était complètement lunaire. C'est-à-dire que c'était remboursé jusqu'à 3 000 euros. Pour un fauteuil de 3 000 euros, si le fauteuil valait 3 200 euros, vous ne touchiez rien. Donc ça, c'est en train d'être revu. Je lui accorde le bénéfice de sa volonté d'agir, mais l'atterrissage. Non mais l'atterrissage. Tout est dans la sémantique. Tout est dans la sémantique. L'atterrissage sur le scénario. D'abord, c'est insupportable, je trouve, mais c'est insupportable, de restituer à l'antenne et pour le grand public un espèce de proto-langage qui est un volapuc, qui est juste compréhensible dans les cabinets ministériels. Ceux qui les ont un peu fréquentés ou en ont fait partie peuvent comprendre ça. Donc il y a une mesure qui vole, il y a une mesure qui décolle, il y a une mesure qui atterrit, il y a un scénario. Mais c'est vraiment, je trouve, déjà faire peu de cas
au fond du public et des gens qui surtout attendent ce type de politique publique. Et puis, une fois de plus, je trouve que la difficulté, eh bien, c'est la conséquence de la situation budgétaire de la France. Oui. Plus aucune politique publique n'est faisable. Oui. Je veux dire, on a suffisamment entendu des personnalités comme Pierre Moscovici le dire, et qui n'est pas, qui est pas forcément quelqu'un qui s'amuse avec ça. Et en fait, on ne peut plus rien financer. Non. Donc, parce qu'elle n'a pas vraiment donné de réponse. Elle lui pose la question très clairement. Elle ne peut que faire de la circonvolution technocratique, mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus rien financer. Ouais. Je rappelle juste 2 choses, c'est que le handicap était la grande cause du mandat de M. Macron. Oui. Voilà. On en est. Je pense que tout est dit. Vous êtes dur, quand même. Oh, non, on n'est pas dur, Eric. Vous savez qu'on a. Non, mais je plaisante. Je vais pas faire mon élu local de base, mais pour préciser. En plus, dans cette mesure-là, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que notre technocratie a pondu un modèle de fauteuil qui allait être remboursé, et que tous les fauteuils n'allaient pas être remboursés. Et j'ai des personnes en situation de handicap qui m'ont expliqué qu'avec le fauteuil qui était prévu d'être remboursé, c'était un gros tank, et que comme eux, ils avaient besoin d'un fauteuil qui était plus léger parce qu'ils avaient plus de motricité, et ben ils pourraient pas être remboursés. Voilà à quoi ça nous mène, ce langage et cette pratique technocratique. Mais ça vient du fait qu'on écoute. C'est pas question d'élu local de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, pour pondre des bonnes mesures, il faut savoir écouter les gens. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, les problématiques qui se posent au quotidien par ces personnes-là ne sont pas vraiment entendues. Donc en fait, on a vraiment une politique hors sol de gens qui prennent pas le temps, qui connaissent de manière un peu abscon les choses, mais qui s'intéressent pas à la vie des gens. C'est plus le langage que je dénonce. Après, quelle est la volonté de le faire, mais qu'elle soit empêchée. Mais l'atterrissage du scénario, enfin, c'est la sémantique qui vous a énervé, Valérie. Elle pense aux gens qui sont en situation de handicap, qui écoutent, qui attendent une réponse, et on lui dit l'atterrissage du scénario. Bon sang, c'est invraisemblable. Enfin, c'était mon coup de gueule. Coup de gueule. Alors, avec qui on va commencer avec Eric. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. Oui, ce qui est en train de se passer aux États-Unis devrait nous faire réfléchir. Je ne sais pas si vous avez vu, Trump a annoncé qu'il va signer, dès qu'il sera officiellement, non pas élu, mais investi. Il va signer la mise en place de droits de douane pour le Mexique et le Canada de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis. Il va rajouter 10% de taxes sur ce qui existe déjà pour les produits qui viennent de Chine. Alors, ce qui est incroyable, si vous voulez, vous voyez, les États-Unis sont en train de s'isoler. Alors, je ne parle pas des problèmes otaniens, autres, mais ils sont en train de s'isoler économiquement parce qu'ils ont la puissance pour eux. Et au même moment où, finalement, Trump va imposer des droits de douane énormes qui vont fournir des recettes à l'État fédéral très endetté, au même moment, nous, on signe des traités de libre-échange où on enlève les droits de douane. Comme si on avait une puissance commerciale qui était supérieure à celle des États-Unis. Ça se saurait. Ouais. Donc, si vous voulez, ça, c'est un sujet énorme. Et sur cette levée de droits de douane, il y a eu un très bon papier de Jean-Pierre Robin dans le Figaro. Et vous allez voir toute la mise en place de ce système économique qui peut complètement révolutionner la fiscalité aux États-Unis. Et Robin écrit, en fait, Trump agit comme s'il allait substituer l'impôt sur le revenu aux droits de douane. C'est-à-dire, si vous avez des droits de douane très élevés aux États-Unis, ça n'empêchera pas les gens de vouloir exporter aux États-Unis. C'est un marché colossal. Ben, vous pourrez baisser l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et là, ça va changer énormément de choses. Donc l'Europe, elle est entre tout ça, entre la Chine et les États-Unis. On ne sait pas où on habite. On a Madame von der Leyen qui fait un peu ce qu'elle veut. Et moi, je suis stupéfait par les mesures qu'est en train de prendre Trump. Et je rajouterais Javier Milei en Argentine. Alors, on a beaucoup rigolé, le mec à la tronçonneuse et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il va réussir son pari. Il y a des poches de misère qui croissent en Argentine, mais le FMI annonce 8% de croissance pour l'Argentine. L'inflation a été divisée par 3 en Argentine. Eh bien, tout ça, alors je ne sais pas s'il y a une vague libérale qui va nous donner des idées, qui va nous faire prendre conscience de la situation dans laquelle on est, mais comme on ne peut plus financer quoi que ce soit, Michael le rappelait tout à l'heure, en France, même pas le remboursement d'un fauteuil pour personnes à mobilité réduite, j'espère qu'on aura enfin quelqu'un qui, en 2027, sera capable de mettre à bas ce train de vie de l'État complètement débile qui nous coûte un pognon de dingue. Oui. Bon, vous pourrez réagir si vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Je rappelle votre livre, Le Pape et la Matriarche, l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, qui est paru aux éditions Passé Composé. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Et Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio du lundi au jeudi. C'est à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Anne Hidalgo qui ne briguera pas de 3e mandat. Censure, la pression maximale pour Michel Barnier. Est-ce que le PS peut changer la donne? Et puis Christian Estrosi ce matin qui a annoncé porter plainte contre Éric Coquerel et Hugo Bernalicis pour apologie du terrorisme et intelligence avec l'ennemi suite à leur dépôt de plainte, à leur dépôt de projet de loi, pas de plainte, projet de loi. Non, c'est pas pareil pour supprimer la notion d'apologie. Mais qui n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, rappelait Yael Braun-Pivet ce matin chez Jean-Luc Bourdin sur Sud Radio. Ouais. Toujours pas inscrit à l'ordre du jour. Donc c'est du bas. Qui a été déposé il y a 3 semaines, je crois. Oui. Donc c'est quand même assez... Et leur niche parlementaire à LFI qui arrive là dans 2 jours, c'est pareil. C'était sur la retraite normalement. Oui. Mais il y a 2 sujets ou est-ce qu'ils ont remplacé? Non, c'est pas dans la niche. C'est pas dans la niche. Donc c'est quand même, ils y croient pas vraiment. Puis je rappelle que Hugo Frey, là, comment vous l'appelez là, Hugo Bernalicis. Oui, lui, il était casté pour être ministre de l'Intérieur. Hein, si Madame Castet était, non mais attendez, non. Allez, vous voulez réagir peut-être au coup de gueule d'Éric Revel? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, coup de cœur sur les droits de douane et sur ce que Trump va mettre en place. Sur ce qu'il entrevoit comme étant une sorte de vague au fond et de retour de la vague libérale et de la philosophie libérale comme étant capable de pouvoir régler le problème des économies et des sociétés. C'est intéressant parce qu'effectivement, la grande question qu'on va se poser effectivement en France pour le débat présidentiel, c'est à quel moment et comment la France peut arrêter d'être perfusée à l'argent public. Les exemples que vous avez donnés sur le handicap, c'en est une preuve. Vous évoquiez tout à l'heure ce qui se passe dans la région avec Madame de la Morancet qui a eu l'outrecuidance de couper les budgets des cirques de rue. Elle est menacée du matin au soir maintenant en bas de son bureau. Donc on a le sentiment qu'effectivement dès qu'il n'y a plus d'argent public, les gens étouffent. Voilà, sont sans oxygène. Peut-être que faudrait-il avoir le courage aussi en 2027 de reposer ce débat qui est aujourd'hui scénographié par des personnalités très fortes, très clivantes, qui ne vont pas forcément correspondre au schéma français, mais qui envoient un message. Ouais. Voilà. Et je pense que concernant Donald Trump, on est juste au début des étonnements et des stupéfactions liées aux politiques publiques qu'il va mettre en place à ce sujet. Oui. Moi, je crois pas vraiment qu'il faille être étonné de ce que Donald Trump commence à proposer. En fait, il avait annoncé pendant toute sa campagne. On connaît le personnage maintenant depuis très longtemps. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il prenne ce genre de mesures. Après, effectivement, moi, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à la capacité de la France dans le contexte européen à prendre ce virage politique. Et même si on le prend nous en interne français, on est quand même assujetti aux décisions de nos voisins. Et tant qu'il n'y a pas une prise de conscience au niveau européen, ça va être difficile en fait d'arriver sur les mêmes types de politiques. Et effectivement, on dépense énormément d'argent public pour peu de résultats en termes de services publics. Et c'est ça la grande inconnue en termes de politique. Les Gilets jaunes sont partis de là. Hein. Ouais, les Gilets jaunes sont partis de là. Donc aujourd'hui, on peut pas s'exonérer d'un audit précis, grand domaine par grand domaine, pour savoir exactement où est-ce que ça pêche. Il y a effectivement des structures qui peut-être devraient être fermées, avec une masse RH qui est importante, mais je pense que dans toutes ces politiques-là, il faut avoir la priorité sur le terrain. En fait, il faut remettre des gens sur le terrain au contact des citoyens. Votre coup de gueule ou coup de cœur, c'est... Non, c'est un coup de gueule. Bon, dans la continuité, je voulais parler de handicap avec la façon dont on traite le handicap à l'école, dans l'éducation nationale. L'une des grandes causes, c'était justement l'inclusion du handicap dans l'école parmi tous les élèves. Le sujet, c'est que j'ai l'impression que cette grande cause, c'était plus une équation économique qu'une véritable volonté de bien prendre en charge le handicap.
On a fermé des IME, on a mis des enfants en situation de fort handicap dans des classes où maintenant on peut avoir 1, 2, 3, 4 jeunes en situation de handicap. Ça pose des problèmes à la fois pour ces jeunes-là, parce qu'on n'a pas suffisamment d'agents qui s'occupent des enfants en situation d'AESH, exactement. Donc on a peu d'AESH, elles sont pas très bien payées, elles prennent en charge des handicaps qui souvent sont lourds avec des cas d'autisme, et donc non seulement on pénalise les enfants qui sont en situation de handicap qui sont pas bien gérés, on pénalise les autres enfants dans chaque classe, et en plus les professeurs aujourd'hui arrivent à bout parce qu'ils sont pas en capacité de gérer à la fois une trentaine d'élèves en plus des enfants en situation de handicap. Donc aujourd'hui, là encore, on a un sujet où on brandit une grande cause, mais les moyens qui sont mis au service de cette cause vont à l'inverse de l'objectif. Donc on a un vrai sujet de mettre les moyens en face des situations qui sont rencontrées dans les écoles. Oui, mais c'est pas faute d'en parler, de le dire, d'avoir des parents, des enseignants qui alertent. Mickaël ? Rappelons qu'un portefeuille dédié au handicap n'a existé que parce qu'il y a eu la polémique liée au fait que rien n'avait été... Aucun dispositif ministériel n'avait été prévu dans le gouvernement Barnier à ce sujet. Ce ne sont pas des gens qui votent, c'est un peu comme l'enfance, les enfants placés. C'est un sujet qui commence à remonter un petit peu, mais quid de l'aide sociale à l'enfance, de la façon dont sont gérés les foyers, dont sont gérées les familles d'accueil. Il y a tout un sujet. Vous aussi, vous êtes confronté à ça au quotidien, en fait. En fait, on est confronté à ça, mais vraiment, il y a un sujet. Je pense que l'école est en alerte sur ce sujet-là. Les professeurs ne savent plus gérer ces classes où il y a autant d'enfants en situation de handicap. Il faut vraiment, au-delà de la communication gouvernementale qui est faite, mettre les moyens au bon niveau et payer les gens correctement. Bon, on est dans le social ce matin avec vous, Mickaël Darmon aussi. On va parler des violences faites aux femmes. Là, c'est plus l'aspect politique qui vous intéresse. Oui, alors l'aspect politique, mais l'aspect justement, pareil, forme et gentleman. C'est-à-dire que la petite histoire de cette journée hier spéciale, contre les violences faites aux femmes, c'est que à l'intérieur du gouvernement, il a été décidé que c'est Michel Barnier qui ferait les annonces et non pas Salim Assa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui a globalement 3 journées pour exister dans l'année. Si tant est qu'en plus le gouvernement dure, c'est-à-dire le 25 novembre, le 8 mars, c'est une autre date liée à un autre sujet qui m'échappe là à l'instant. Mais enfin, la méthode est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on est sur un truc extrêmement, une démarche très classique. Pousse-toi de là que je m'y mette, je dois faire les annonces, c'est moi qui fais les annonces, interdiction pratiquement de parler, en tout cas grande difficulté pour pouvoir exister, et toute la journée sur les médias, les annonces de Michel Barnier concernant la violence contre les violences faites aux femmes. Elle a été interviewée pas mal quand même hier. Elle a été interviewée uniquement sur France Info. Et c'est tout, voilà, et très peu citée. Enfin, moi j'ai pas de démarche particulière à son égard. Je trouve que prendre connaissance de ce récit en coulisses en dit long sur le décalage entre les paroles et les actes. Oui. Voilà. En tout cas, elle a obtenu une hausse du budget pour cette cause, ce qui est déjà une bonne chose. Après, on va voir concrètement. On verra s'il y a un budget, on verra s'il y a une cause, on verra s'il y a un gouvernement. L'hôpital généralisé, sensibilisation à la soumission chimique, effectivement, ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Michel Barnier. Voilà. Une réaction, Jonas, Haddad ? Oui, peut-être que sur la forme, ça peut interroger, mais je trouve quand même que ça va dans le bon sens et qu'il y a une prise de conscience générale sur ce sujet-là. Donc voilà, et effectivement, il y a peut-être des sujets de forme. Non, pas de réaction particulière. Pas de réaction particulière. Bon, pas de réaction non plus sur le fond. Le fait que Bernie. On est 4 mecs à parler. Je pense que c'est intéressant de noter que quand même, c'était pas la moindre des choses, c'est comme de laisser parler la personne qui s'en occupe, et en particulier. Absolument. Non, mais ce qui m'angoisse, c'est que je vois tellement patriarcal dans ma tête, c'est que j'avais même pas vu que c'était. Mais il faut dire, je tiens, voilà, cher Eric, éminent confrère, mettre ma pendule personnelle. Vous ouvrir les yeux sur les évolutions modernes et contemporaines. On va marquer une pause et dans un instant on va parler de Boualem Sansal et on en parlera tous les jours sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, on vient d'apprendre le décès d'André Lajoigny, 94 ans, qui a été député de l'Allier, qui a été surtout député communiste, grande figure politique. Et donc, voilà, il s'était présenté face à François Mitterrand. Il avait récolté 6,8% des voix. Bon, ça parlera peut-être aux plus anciens, mais je vous le grand soutien signale. de Georges Marchais. Absolument. Vous vous souvenez, programme commun, Mitterrand, Robert Favre, Georges Marchais. Là, alors les jeunes avocats là me regardent de travers. Lui, il pense que je lui parle de préhistoire. Les gens qui disent pas Mitterrand, je les écoute pas. Ça, c'est ceux qui ne l'aiment pas. C'était quand le Parti communiste défendait la production française. Oui, produisons français. C'est la grande campagne des années 70 de Marchais, Lajoigny. Une autre époque. C'était le communisme national. Mitterrand faisait des déclarations qu'on n'oserait même pas faire sur l'immigration. Complètement, souvenez-vous. Souvenez-vous des foyers Saint-Aquotrin, bousculés à coups de bulldozer communiste, qui élogeaient les travailleurs immigrés. Vous imaginez aujourd'hui, mais là, c'est le communisme national. Le communisme national. Coup de gueule, coup de cœur plutôt pour vous, Jonas Haddad. Et j'ai dit qu'on parlerait tous les jours ici de Boualem Sansal. C'est vous qui le faites? Oui, alors oui, effectivement, un coup de cœur pour Boualem Sansal qui, depuis le 16 novembre dernier, a été arrêté en Algérie. Nous sommes sans nouvelles aujourd'hui de cet écrivain qui est franco-algérien. Je trouve que la France ne se mobilise pas assez pour cette personne qui a la nationalité française. Peut-être qu'il y a des tractations en coulisses parce qu'on n'a pas entendu le Premier ministre, on n'a pas entendu le Président de la République, on n'a pas entendu le ministre des Affaires étrangères, on n'a entendu personne. Peut-être, vous avez raison, mais ce qui démontre bien que ce gouvernement algérien qui ne représente pas vraiment le peuple algérien, qui a des traits-fonds autoritaires, qui a une haine pour la France, nous prend encore, entre guillemets, en otage de sa rente mémorielle, puisque M. Sansal, du fait de sa double nationalité, devrait quand même être défendu. Et quand je vois que ce sujet-là, en tout cas cette personnalité-là, fracture la classe politique française, quand vous avez des insoumis qui n'osent même pas dire vis-à-vis de quelqu'un qui est français, qu'il faudrait par exemple libérer, que la gauche dite républicaine se cache parce qu'elle n'ose pas le dire. Je tenais à saluer Arnaud Benedetti, qui avec la revue politique a monté un comité de soutien international. Je vais aller le signer tout à l'heure d'ailleurs, si vous voulez le faire, je mettrai le lien sur nos réseaux sociaux. Et également la journaliste Rachel Binas de Marianne, qui a révélé les informations pour expliquer comment Boualem Sansal a été détenu en Algérie sans aucune raison. Je terminerai juste par le fait de dire que M. Sansal a été apparemment détenu en raison d'une menace à la sécurité de l'État pour un monsieur qui a dépassé largement les 70 ans. Et vous savez, dans la culture orientale, le sort qui est réservé aux personnes âgées, c'est aussi important. Et détenir quelqu'un qui, à cet âge-là, et qui objectivement ne représente pas une menace pour l'unité de l'État algérien, qui est un État, on le rappelle, militaire, qui a rétabli les couplets anti-français dans son hymne national. Je ne pense pas que c'est Boualem Sansal qui menace l'autorité de l'État. Et donc, il est détenu. Et donc, vous avez raison. Bravo à Sud Radio. Et bravo aux autres médias qui vont s'en emparer. Il faut en parler tous les jours. Et vous savez, je ferais la même chose si c'était un militant altermondialiste. Voilà, c'est pas en raison de ses opinions politiques qu'on doit être incarcéré. Je voyais récemment sur France 5 une sorte de doctorant qui vous expliquait que c'était un peu normal parce que quand même il a donné une interview à quelqu'un qui était plutôt donc en fait provoqué la colère justement d'Arnaud Benedetti, ce qui est juste scandaleux. Et donc peu importe le média, service public, service privé, il faut qu'on se mobilise pour libérer Boualem Sansal. Avec Benjamin Storas dans cette émission dont on a peu précisé qu'il avait été choisi par Emmanuel Macron pour porter un rapport Benjamin Stora, qui a dit un truc assez incroyable, qui a dit, vous imaginez il a heurté le roman national. Mais alors si nous on arrêtait tous les gens qui étaient de double nationalité et qui heurtaient notre roman national, on n'aurait plus de place de prison. On est dans le piège de l'obsession d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui était de vouloir réconcilier les mémoires, cette espèce de cathédrale mémorielle qu'il a voulu construire depuis le début avec l'Algérie, sans aucun succès, et qui au fond l'a amené finalement, à 3 ans de la fin de sa présidence, à reconnaître que effectivement du côté du Maroc, il y avait peut-être beaucoup plus de possibilités. Et c'est, je pense, une des réponses de l'Algérie en représailles. Il y en a d'autres sur le plan purement économique, mais là, symboliquement, je pense que c'est la réponse de l'Algérie au geste d'Emmanuel Macron, qui a tourné le dos parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien à attendre de l'Algérie. Juste peut-être, vous parliez tout à l'heure de Trump
Trump, etc. Mais c'est peut-être l'occasion pour nous de mettre fin à la naïveté. Quand on a des pays qui ouvertement vous expliquent qu'ils ne vous aiment pas, il faut en tirer des conséquences. Oui. Je veux dire, quand vous allez dans un pays qui, lorsque vous arrivez, fait exprès de mettre des cartouches de l'endroit dans lequel vous allez parler en langue anglaise, quand on supprime l'usage du français dans les écoles algériennes, quand on rétablit un couple... Et juste une chose, quel autre pays accepterait de mettre un pied dans un pays qui a rétabli un hymne anti-français ? C'est quoi les autres pays dans lesquels on a encore des relations bilatérales? Et pourtant, on maintient les accords d'Évian qui donnent des priorités aux ressortissants algériens. Donc à un moment, faut se réveiller et choisir ses alliés. Ce que vous avez fait d'ailleurs, Mickaël, sur le film est assez remarquable. Sur le film sur le Maroc, sur nos relations, comment on les a troublées au détriment d'une Algérie qui nous crache au visage tous les jours. C'est plus possible en fait. Mais j'entendais ce matin sur une antenne, pourquoi est-ce qu'on ne lance pas aussi des enquêtes sur les biens mal acquis, qu'on ne s'interroge pas sur ces généraux algériens qui ont des hôtels particuliers dans le 16e, sur ces parce qu'il y a la fameuse peur des banlieues. Oui, mais on le fait pour l'Afrique. Que ne le fait-on pas pour l'Algérie, avec des dignitaires qui viennent se faire soigner en France, avec des gens qui ont je le rappelle, des appartements, des hôtels particuliers. Parce que le traumatisme lié au terrorisme qui a pu agir sur le territoire français vis-à-vis donc ou faisant la promotion de l'islamisme qu'on a pu connaître en Algérie, continue à traumatiser l'écosystème français et le pouvoir français et les services de renseignement, et qui estiment que c'est la raison qu'on a donnée pour laquelle le président de la République n'a pas voulu ou a écouté les conseils de ceux qui lui ont dit ne va pas à la marche contre l'antisémitisme et pour la République parce que ça va énerver les banlieues. Tous les sujets, c'est parce que ça va énerver les banlieues. En réalité, on voit bien le résultat. D'abord, les banlieues françaises sont quand même composées de gens qui sont quand même tranquilles, et surtout, on va arrêter de les prendre pour des idiots, et surtout, vis-à-vis de l'Algérie, voilà le résultat. Ouais, Eric. Alors, juste un mot sur le service public quand même, et cette émission scandaleuse sur France 5 autour de Boualem Sansal. Il y avait quasiment personne pour porter la contradiction. L'Arcom veille, forcément. Il y avait la journaliste de Marianne, et encore, qui se sentait, je pense, un peu en citadelle assiégée, donc il disait pas exactement ce qu'elle pensait. Mais je vais vous dire, pour moi, c'est le symptôme de quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, le service public payé avec l'argent des contribuables se caricature lui-même. Il force de plus en plus le trait. Les donneurs de leçons de cette gauche qui vous expliquent que la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de sacré, mais qui ne considèrent pas qu'il faut veiller à la liberté d'expression de monsieur Sansal. Eh bien, c'est le symptôme de quoi? C'est le symptôme d'une gauche, consciemment ou inconsciemment, qui a compris qu'elle est en train de perdre le terrain culturel. Qu'elle est en train de perdre le terrain culturel des idées, c'est très important, et que c'est ce terrain culturel qui amène au pouvoir et pour longtemps. C'est ce qu'avait fait Mitterrand avec Julien Drey, avec Touche pas à mon pote, vous savez, c'est le gramscisme. Il faut ensemencer le terrain culturel pour qu'ensuite les citoyens trouvent comme une évidence de voter pour telle ou telle personne. Eh bien, je vais vous dire, pendant des années, les gens de gauche qui portaient les idées qui étaient dans le débat national, c'est indéniable, ils considéraient les gens de droite comme rien. C'était un peu les ringards de l'histoire. C'était les has-beens. C'était, je cherche le terme exact, je vais le retrouver tout à l'heure. Et en fait, c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est la gauche, entre guillemets, qui réfléchissait, qui court après les idées de droite, parce qu'elle-même n'a plus d'idées qui répondent à l'évolution de la société. Eh bien ça, c'est très important. Et la caricature que nous a donnée cette émission sur France 5, sur le sort de monsieur Boualem Sansal, pour moi, en filigrane, c'est exactement ça. La gauche est en train de perdre le terrain culturel. Vous pouvez rappeler par qui c'était animé? C'était animé par Thomas Negaroff, qui est aussi responsable de ne pas avoir, Valérie, c'est parce que vous savez le faire, vous, qui est responsable de ne pas avoir modéré les propos aussi de son invité. Et deuxièmement, Thomas Negaroff, dont on rappelle son fait d'armes, c'est qu'il avait pronostiqué, puisque c'est un spécialiste des États-Unis, la victoire écrasante de Kamala Harris. Vous voyez comment en fait l'idéologie écrase totalement le réel. C'est compliqué de modérer quand vous n'avez que des gens qui disent la même chose. Dans ces cas-là, vous composez votre il faut inviter autrement. J'ai signalé hier, je suis allé voir le compte X de ces politiques, et en général, il y a une dizaine de retweets de l'émission, et là, il n'y a qu'un retweet de cette émission qui est celui des propos de Rachel Binas.
Donc c'est-à-dire qu'ils ont complètement occulté le reste de l'émission. Parce qu'ils se sentent coupables. Mais bien sûr, il y a un seul retweet qui est celui de Rachel Binas. Bah oui, pour dire, vous voyez, il y avait quand même quelqu'un qui disait que c'était pas normal qu'ils soient emprisonnés. Parce que quand vous modérez, c'est parce que vous êtes choqué ou parce que vous estimez que les propos, mais si l'animateur estime qu'il n'y a pas de problème, bah, il ne va pas modérer. Pardon de dire. Excusez-moi, je n'ai pas suivi cette émission. Qu'est-ce qui a été dit dans cette émission ? Cette émission, il y avait un politologue de je ne sais où, qui en gros disait oui, on ne doit pas être, ce n'est pas normal qu'il soit emprisonné, mais il l'a bien cherché. En gros, il l'a bien cherché. C'est un mec d'extrême droite. Ça a été révélé par la presse d'extrême droite Frontière. Non, donc déjà le fait que ce soit Frontière qui révélait. Ce qui est faux en plus. C'était Marianne. Oui, et c'est Arnaud Benedetti le premier qui ont. Donc l'argument, c'était la presse d'extrême droite. Valérie, pardonnez-moi de vous couper. Quand j'entends comme seul argument, ce monsieur n'est pas fréquentable parce qu'il est d'extrême droite. Ce qui est faux en plus. Monsieur Kamel Daoud, dans la même émission, on vous explique qu'il est aussi sur une pente d'extrême droite. Mais enfin. Mais tout ce qui n'est pas Mélenchon d'extrême droite. Attendez, on a quand même un problème de base. Et on peut faire le lien avec également la polémique, parce qu'on l'évoquait, et on va certainement l'évoquer un peu plus encore, avec cette fameuse proposition de loi pour abroger la loi sur l'apologie contre l'apologie du terrorisme, parce qu'on a le sentiment quand même, dans une démarche strictement politique, que la volonté, elle est de tendre le débat uniquement et de le réduire à un face-à-face entre l'extrême gauche et la droite. Et droite de la droite, puisque dans les 5 minutes qui ont suivi cette déclaration du député LFI et cette proposition de loi, il y a eu la déclaration donc de Bruno Retailleau en disant on ne peut pas faire plus ignoble, puis après Éric Ciotti a enchaîné. Donc on voit bien que c'est la volonté et ça vient prolonger ce que dit Éric, le gramscisme effectivement qui a permis à la gauche d'arriver au pouvoir de 68 à 81, mai 68-81, aujourd'hui, il joue à l'effet inverse. Nedjib Sidi Moussa, il s'appelle politologue, a dit il alimente un discours d'extrême droite fait d'hostilité à l'égard des immigrés, des musulmans. Il reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Donc en gros, c'est un extrémiste de droite, c'est un mec dangereux. On marque une pause donc et on se retrouve dans un instant et vous nous direz ce que vous pensez de cette situation. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, peut-être quelques mots encore, on ne vous a pas entendu, Brice Nkonda, sur Boualem Sansal, sur le silence. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des discussions qui se passent en coulisses. On peut aussi imaginer que cette arrestation de Boualem Sansal est une réponse au fait que le président français l'ait naturalisé il y a peu de temps, et puis à la position de la France pour le Maroc. Mais sauf qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Oui, c'est un gros sujet. Moi, je dirais simplement que on ne doit jamais emprisonner quelqu'un pour ses idées. Même si les idées nous dérangent, nous plaisent pas, ça fait partie du débat public. Il n'y a aucune raison d'enfermer quelqu'un pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que le manque de cohérence de la politique d'Emmanuel Macron depuis le début de son mandat joue pour beaucoup, parce que sur tous les sujets diplomatiques internationaux, il prend une position et ensuite il en change. Et ce qui fait que tu ne peux pas construire une politique cohérente dans la durée, faire un vrai travail de fond et faire en sorte de se faire respecter, parce que tous les pays dont on parle, c'est des pays qui veulent se faire respecter, et c'est vrai que la France doit aussi se faire respecter. Et ne le faisant pas, en fait, on est ouvert à ce type de situation où au final, on est obligé de monter au créneau. Alors, obligatoirement, il y a des choses qui doivent se faire au niveau diplomatique. Après, au-delà de ce qui est dit, j'espère que les résultats vont être obtenus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se positionner fortement, parce qu'il n'y a pas à emprisonner quelqu'un pour ça. Intellectuel. Vous avez tout à fait raison, mais il faut aller même plus loin. Je pense que Emmanuel Macron a une responsabilité majeure, parce que sur un dossier comme celui de l'Algérie, où les plaies de la guerre d'Algérie n'ont jamais été vraiment refermées, en dépit du travail de Benjamin Stora dont on parlait tout à l'heure, Macron a une responsabilité évidente, parce que souvenez-vous de ce qu'il a dit quand il faisait campagne pour son premier mandat sur la colonisation en Algérie, c'est un crime contre l'humanité, et comment il atterrit des années plus tard en disant, et à mon avis à juste titre, que la junte militaire au pouvoir en Algérie se sert de la colonisation, voire de la guerre d'Algérie, comme d'une rente mémorielle. Mais camarade, c'est quoi ton sujet? Quelle est ta position sur le sujet? C'est quoi? C'est un crime contre l'humanité? Ou alors vous pouvez me dire, c'est les deux en même temps. Mais vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les gens, il y en a encore beaucoup de vivants français
qui ont fait la guerre d'Algérie. Mais si vous leur dites que vous avez participé à un crime contre l'humanité, mais ça veut dire qu'ils doivent être traduits devant la CPI. Des officiers ou des sous-officiers ou des hommes du rang qui ont fait parfois à leur corps défendant la guerre d'Algérie. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'il a balancé? Et puis comment il rétropédale après? Donc c'est quoi la politique d'Emmanuel Macron? Vous avez tout à fait raison. Et on pourrait multiplier les exemples. Sur l'Afrique, on a quand même réussi à un moment donné l'exploit sous Emmanuel Macron d'être fâché avec les 3 pays du Maghreb en même temps. Tunisie, Algérie, Maroc. Voilà. Et la façon dont on se fait virer d'Afrique, la façon dont on rigole sous cap. Moi j'étais dans des pays où le président de la République française venait de quitter l'endroit. J'ai rencontré les officiels, mais ils rigolaient. Ils rigolaient, les mecs. En fait, ce qu'on va commencer à bientôt appeler la décennie Macron correspondra à une période de déclassement de la France. Dans tous les sujets, dans tous les registres, dans tous les compartiments du jeu. Et qui nécessiteront effectivement d'être capable de pouvoir être dans la cohérence, parce que ce en même temps a été au fond un outil de conquête, en rien n'a été un outil de gouvernance, c'était juste une manière de masquer le fait qu'il n'y avait pas de conviction et qu'il y avait juste de la direction comme ça au fil de l'eau, et de pouvoir masquer en permanence des volte-face, des démarches irrésolues, incohérentes, et dans tous les sujets, on peut le décliner pendant très longtemps. Moi, je pense qu'avec le retour, comme on le dit, de la guerre, des empires qui se reforment, des tensions très très claires, c'est-à-dire quand vous avez sur l'échiquier politique un Trump, un Xi Jinping et un Poutine, et des dirigeants africains qui ont le droit, légitimité de dire complètement à la France qu'elle n'est plus la bienvenue. Il faut arrêter avec la diplomatie OSS 117. Parfois, on a l'impression, effectivement, que la France arrive et dit, bon, allez, vous vous mettez tous d'accord et vous allez me régler le problème au Proche-Orient. Vous parlez aux Libanais aujourd'hui de ce qu'ils pensent, de ce qui a été fait par la France, où en gros, on arrive et on pense qu'on arrive en une journée et qu'on va régler le problème libanais. Alors que nous n'avons, sur notre propre territoire, des difficultés, notamment avec certains territoires d'outre-mer, à tenir notre rang. Donc en fait, structurellement, il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur nos choix d'alliance, quitte à expliquer à des gens que on peut rester en bonne intelligence, mais que un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, et qu'aujourd'hui nos intérêts ne sont pas défendus, et qu'il faut arrêter effectivement avec le côté très franchement acteur, quoi. Enfin, acteur de série B. Sur le Liban, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai été 2 mois après l'explosion du port de Beyrouth, à Beyrouth, avant tous les événements, j'y allais régulièrement. Donc j'ai vu des gens, là aussi, j'ai vu des autorités, des ministres. Vous savez que Macron avait donné 15 jours aux Libanais pour régler la situation politique d'un pays qui est en défaillance totale, qui n'a plus de président. Il leur avait donné 15 jours pour se mettre au carré. Mais est-ce que vous imaginez? Mais oui. Et je reviendrai voir si mes souhaits, mes ordres... Non mais ça pourrait décliner pendant des heures, mais effectivement, c'est malheureusement une démonstration qui est étayée sans aucun problème. On avance et parlons de l'apologie du terrorisme, de cette proposition de loi déposée par un certain nombre de députés La France Insoumise. Christian Estrosi, ce matin, sur CNews, a annoncé vouloir déposer plainte contre Hugo Bernalicis et Éric Coquerel. Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, pour intelligence avec l'ennemi et apologie du terrorisme, il y a cette proposition de loi qui a fait beaucoup réagir, qui, vous le disiez ce matin, Éric Revel, n'a pas été déposée. C'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Elle n'est pas dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas dans la niche, c'est une PPL qui n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour. Voilà. Mais la présidente de l'Assemblée nationale disait que pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour. Et peut-être que tant mieux, parce que imaginons qu'il y a un autre groupe qui fasse l'apologie du négationnisme ou du nazisme, on le bloquerait. C'est normal. Moi, je trouve qu'il y a un filtre dans les propositions qui sont faites auprès du Parlement. Et s'il y a un filtre qui est fait par le bureau en disant, voilà, demain, si il y a un fou du RN qui dit, voilà, moi je dis que finalement le régime nazi c'était pas mal. C'est normal qu'il y ait un filtre. Voilà. Alors déjà sur le plan formel, c'est quand même intéressant de constater quel est le projet. Le projet, c'est au fond refaire passer dans le droit de presse l'apologie du terrorisme comme étant au fond un délit de diffamation.
Voilà. Et qui donc, d'abord, a une prescription beaucoup plus courte que le pénal, mais là, je parle sous le contrôle. Et qui contrecarrait la liberté d'expression. C'est sur ce. Et qui, lorsqu'on est en procès pour diffamation, on le sait tous, ça nous est arrivé, il faut être capable de prouver sa bonne foi. Et donc de prouver, d'établir que les déclarations qui ont été faites participent au débat public et au droit au public d'être informé et d'être conscient et sensibilisé à des sujets. Donc on voit bien à quel point effectivement il y a une volonté de décriminaliser le genre de déclaration qui, par exemple, pour lesquelles Mathilde Panot est poursuivie, le genre de déclaration qui a pu aussi mettre en difficulté une autre élue LFI qui avait déclaré que le mouvement Hamas était un mouvement de résistance, et que l'action qui avait été faite le 7 octobre était une action de résistance, et d'autres sujets liés également au Bataclan, dans un pays qui a été aussi durement touché par le terrorisme, en plein... Islamiste, bien sûr. Non, mais on parle de ça. En plein procès Samuel Paty. Au moment des commémorations, alors qu'on est dans une période où l'antisémitisme et l'antisionisme est totalement décomplexé, on est à minima dans une perversité politique et dans la poursuite d'une obsession antisioniste, antisémite qui caractérise LFI. Le prurit de cette proposition de loi, et je le dis pour nos auditeurs parce que j'ai regardé pour savoir d'où ça venait, d'où ça venait ça. Il y a deux personnalités qui poussent cette proposition depuis des années, c'est Dieudonné et Soral. Ouais. Parce que comme eux, ils ont été condamnés pour cette apologie, etc., en fait, ils vous expliquent que c'est pas normal que ce soit pénalisé et que donc, par exemple, ils portent des bracelets électroniques. Et donc, ils vous disent on doit mettre ça dans le droit de la presse parce que du coup, ça réduit les choses et au final, ça ne peut jamais risquer l'emprisonnement. Et donc, en fait, la porosité devient de plus en plus grave entre des milieux qui sont très durs, je vous parlais de Dieudonné et Soral, avec la France insoumise. Et ce que je ne comprends pas, et je le dis une dernière fois, et si ça peut être mis sur les réseaux, je le referai encore, où est François Hollande ? Où est Raphaël Glucksmann ? Alors il a fait une déclaration. Où est Karim Bouamran ? Ils ont fait. Il a fait une déclaration. Où sont Olivier Faure ? Est-ce qu'ils disent bien qu'ils ne participent pas ? Attendez, pardon. Est-ce qu'ils disent bien ? Oui, mais est-ce qu'il sort du NFP ? Non, justement, il sort pas. C'est Boris Vallaud. Non, il ne sort pas du NFP. Parce que Boris Vallaud sur France Inter, lorsqu'il a été interrogé, un patron des députés socialistes, a dit « Nous ne soutenons pas ». Nous, socialistes, cette proposition de loi. Mais effectivement, à aucun moment ça n'a débouché sur une conclusion opérationnelle. On se coupe du NFP. Olivier Faure, hier, sur France Info, n'a pas non plus dit, évidemment, qu'il se coupait du nouveau Front Populaire parce qu'il tient trop à y rester. Donc oui, on est sur une question tiède. Il faut que Panot mette une balle dans la tête à quelqu'un pour arrêter le NFP. Non, mais franchement, les excès, les provocations de LFI... Non, mais c'est eux qui ne vont pas assez loin. Qu'est-ce qui va faire que ça va casser ? Qu'est-ce qui va faire que ça va Mais rien. Non, je vais vous dire, les excès et les provocations de LFI, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Non. Honte à Gabriel Attal, qui, vous vous en souvenez, pour les élections législatives, a dit il faut s'allier aux gens de LFI. LFI n'était pas sa première provocation. Aujourd'hui, M. Attal condamne évidemment cette proposition de loi, mais tous ces gens-là, y compris d'ailleurs à droite, maître, y compris à droite, Gérald Darmanin, il a quand même accepté le désistement du candidat LFI pour être élu dans sa circonscription. Tous ces gens-là ne voyaient pas le danger que représentait LFI. Non, il y a le plat de l'anti-électoral, qui passe au-dessus parfois des convictions. C'est ça. Mais pas à droite. Et puis, pour que nos éditeurs comprennent bien, si vous enlevez la loi qui condamne l'apologie du terrorisme, eh bien, je vais vous faire un truc très simple. Vous allez être outrés. Ça veut dire qu'on pourra dire le carnage du Bataclan, super. Le massacre de Charlie Hebdo, remarquable. On pourra dire ça sans être condamné. C'est ce qu'a déjà dit Daniel Obono. Oui, en parlant notamment. Qui a dit qu'elle ne condamnait pas et qu'elle n'était pas Charlie. Et voilà. Tous ceux qui ne sont pas Charlie, qui considèrent que les mouvements terroristes sont des mouvements de résistance. Après, effectivement, tout le monde brandit l'argument du juge Trévidic qui a dit que la loi, c'était un usage dévoyé de la loi. Donc il y a peut-être une discussion à avoir. Mais il peut y avoir un amendement. Il peut y avoir en tout cas ce que l'on fait dans une gouvernance raisonnable. Bresson condamne. Moi, je suis profondément marqué par le fait de prendre des mesures qui sont effectivement importantes, mais surtout symboliques pour tendre le débat public. Et aujourd'hui, on est prisonnier, on est pris
on est pris en étau entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et les gens raisonnables, en fait, on peut voir au chapitre, en fait, on tend ce débat-là. Quelle est l'utilité de poser sur la table ce projet de loi à un moment où on n'a pas de budget, où les Français souffrent de tout un tas de sujets, le logement, l'école, etc., etc. Et aujourd'hui, on passe du temps à discuter de ça alors qu'il n'y en a pas l'utilité du tout. Et donc, on est aujourd'hui prisonnier de gens qui font des coups politiques, mais ça ne sert en rien à la population. Non. Et le problème qu'on a aussi, c'est que on est pris entre l'extrême droite et l'extrême gauche, mais tous les gens raisonnables, que proposons-nous? Ouais. C'est la grande difficulté. C'est le sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que la gauche comme la droite de gouvernement ont gouverné pendant très très longtemps. Et que justement, c'est l'inutilité du programme qui a été desservi aux Français qui fait qu'aujourd'hui, on en est aux extrêmes. Donc, quel est le mea culpa? Quelle est la remise en cause des partis dits de gouvernement pour proposer quelque chose d'autre aux Français? On va y revenir, on marque une pause, c'est l'heure de la pub. À tout de suite. Sud Radio, c'est... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous avons donc appris ce matin qu'Anne Hidalgo avait décidé de ne pas se représenter à la mairie de Paris. Donc ça a été une explosion de joie pour un certain nombre de personnes. C'est pas très gentil de dire ça, mais c'est vrai que on peut dire qu'elle n'est pas forcément très bien considérée par un grand nombre de personnes, même si elle a été élue. Mais elle est réélue. Et réélue, absolument. Je ne me représenterai pas un troisième mandat. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Elle parraine donc Rémi Féraud, sénateur socialiste, qui est l'un de ses grands fidèles. Donc en général, c'est vrai que quand on choisit son successeur, c'est rare que ça fonctionne. Vous vouliez nous dire quelque chose? Alors oui. Pourquoi est-ce qu'elle arrête? C'est qu'elle a déjà trouvé autre chose Ça, je sais pas, mais je ne vous parlerai pas de la tension dans la circulation. Je vous parlerai pas de l'amochissement de Paris. Je vous parlerai pas du fait que Paris est devenu une sorte de Disneyland pour Bobo, alors que pourtant c'est le pôle central de l'économie française, une grande puissance économique. Je vais vous parler d'une anecdote qui est plus qu'une anecdote pour moi, c'est d'une affaire puisque c'est public et j'ai le droit d'en parler. Ça concerne les personnes dans le cadre de Trévise. Vous vous souvenez, cet immeuble qui a explosé. Et en fait, ce qui était scandaleux pendant le mandat de Anne Hidalgo, c'est qu'Anne Hidalgo, pour des raisons politiciennes, a refusé d'indemniser les personnes qui avaient perdu des proches, qui avaient perdu des bras, qui avaient perdu des jambes, en disant potentiellement qu'elle ne voulait pas reconnaître sa culpabilité. Donc c'est bien évidemment, il y a tous les aspects de dégringolade de ce que c'est que Paris, de cet art de vivre parisien qui s'est dégringolé pour se limiter à boire des bières éco-responsables en terrasse. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi le cynisme à l'état pur. Et vous savez, vous dites qu'elle a été élue et réélue. Oui, c'est vrai, élue et réélue. Mais parce que à 1 heure de Paris, il existe un magnifique pays qui s'appelle la France. Oui. Et dès que vous sortez de Paris, elle fait 1,5% à la présidentielle. Oui. Tout à fait. Ce qui montre bien la déconnexion totale des gens qui ont élu Anne Hidalgo avec la réalité de ce que c'est que le pays. Et je peux vous assurer que venant de tous les endroits de la France, lorsque j'ai mis une story sur Instagram en disant que je sabrais le champagne parce qu'elle partait, le nombre de réactions, je pense que c'est une interaction très importante et une mesure de ce que c'est à la fois, vous savez, ce côté très donneur de leçons et ce cynisme qui est sanctionné. Et tant mieux, je ne sais pas où elle va, mais si elle peut rester loin de Paris, loin de la France, on sera tous contents. Ouais. Bon, en tout cas, elle a annoncé qu'elle voulait participer à la création d'une force sociale, démocratique, politique, dans le sillage de Glucksmann. Donc on verra, de Raphaël Glucksmann, on verra ce qui va en être. Bon, d'abord, il faut quand même remarquer qu'on le critique assez souvent pour le dire quand ça arrive. Quand c'est bien et sa décision est bonne. Mais c'est surtout, voilà, un élu qui décroche au bout de 2 mandats, qui décroche en général, ils sont plutôt accrochés à leur fauteuil. Bon, on le signale quand même parce que il faut quand même le dire. Comme d'ailleurs Bertrand Delanoë avait fait. Et donc de ce point de vue-là, il y a une forme de tradition. Après, on va encore reparler en 2026, bien sûr, de Paris. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on va encore parler de l'élection d'un maire du Petit Paris, alors que le grand est une des démarches pour aussi peut-être régler les problèmes nationaux, c'est quand même avoir un jour le courage de faire le Grand Paris. Ce qui était un projet de départ d'Emmanuel Macron. Il a reculé parce que les préfets et tout le conservatisme préfectoral et administratif l'a convaincu de ne pas le faire. Mais en réalité, il est peut-être temps de se mettre à l'échelle économique, territoriale, administrative, qui consisterait à faire le Grand Paris. Vaste débat, mais en même temps, c'est aussi dans ce genre de décision qu'on voit peut-être le courage politique. Oui, Brice Nkonda. Ouais, moi, je voulais souligner une chose, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est que le Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens.
et qu'il appartient aussi aux banlieusards. Et quand elle prend des mesures comme les 50 km/h sur le périphérique, ça peut effectivement plaire à beaucoup de Parisiens qui peuvent se déplacer en métro. Mais pour tout un tas de banlieusards qui viennent travailler sur Paris, circuler, c'est vraiment l'enfer au quotidien. En venant, j'ai pris le périphérique et en le prenant, en fait, on pense tout de suite à Anne Hidalgo. Alors que même si elle s'était présentée, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de soucis. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jonas, c'est que dès qu'on sort de Paris, sa cote de popularité chute énormément, c'est vertigineux. Et je pense que ce sont les méfaits d'une idéologie excessive. C'est-à-dire que dans la façon dont on circule dans Paris, la propreté, etc., il y a vraiment un parti pris idéologique qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Et qu'on a affaire à des gens qui ne discutent pas, qui ne savent pas trouver des compromis. Et c'est bien dommage, parce que c'est notre capitale, en fait, qui en pâtit. Et que cette capitale, en fait, elle a vraiment un potentiel énorme. Et qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle si Anne Hidalgo ne se représente pas. Mais il ne faut pas que derrière, un illustre inconnu prenne la relève pour faire n'importe quoi. Mais après, c'est ça. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà. Exactement. Et pourquoi est-il décidé? Ce qui est intéressant dans la phraséologie médiatique depuis ce matin, tout le monde reprend l'idée qu'effectivement elle a désigné le successeur. Non, elle a désigné quelqu'un qui va être candidat déjà à gauche et ensuite candidat dans une élection qui sera déterminée par les électeurs pour savoir qui va diriger la mairie de Paris. Le jeu est considérablement ouvert. Rachida Dati a perdu son punching ball préféré. La gauche va se diviser. Vous avez un jeu politique totalement nouveau qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui avec cette décision. Elle est encore là pendant 3 ans. Non, 2 ans, c'est 2026. Non, il faut rappeler qu'il y a un point commun entre les élections américaines et l'élection de la mairie de Paris, c'est qu'il y a des swings, des arrondissements qui vont basculer. Exactement. En gros, ça joue autour de 2-3 arrondissements à Paris. Si vous les avez, donc attention à ne pas vous êtes battu. D'ailleurs, c'était une des promesses d'Emmanuel Macron aussi, ça, de réformer le mode de scrutin. PLM, le Paris, Lyon, Marseille. Mais je résiste pas au plaisir de citer la très bonne remarque de Philippe David, notre ami Philippe David qui fait les vraies voix, parce que je trouve ça ici de Pierre Desproges. Alors je vais vous la transformer un peu, la phrase de Pierre Desproges. C'est pas l'original. Voilà, Pierre Desproges a dit: le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré. Le jour de la mort de Tino Rossi. Et moi, je dirais, le jour où Anne Hidalgo n'est pas candidate, j'ai repris 3 fois des moules. Vous voyez, j'aime bien l'expression de Pierre Desproges. Juste, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Brice sur la banlieue. Ça vous a pas fait rire, maître? Si. Non, vous êtes un bon adversaire politique. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport au terme de banlieue. Le terme de banlieue, étymologiquement, ça vient du lieu du bannissement. Au Moyen-Âge, vous vous souvenez, on disait la banlieue. Et en fait, c'est ça que je reproche beaucoup à cette gauche urbaine, qui soit à Paris, à Strasbourg, à Rennes, à Rouen, à Nantes. C'est en fait fondamentalement, c'est à partir du moment où la gauche s'est coupée du peuple et où elle a relégué le peuple dans ce qu'elle appelle aujourd'hui les banlieues. Et c'est le cas. Regardez le fait de mettre des périphériques, qui est une ceinture qui vient entourer ce petit paradis pour Bobo, tout fleuri, tout mignon, dans lequel il n'y a plus un véhicule qui circule et dans lequel des gens qui gagnent très bien, oui, d'accord, mais qui gagnent très bien leur vie, se font livrer. Et je donnerai cette anecdote. Il y a Deliveroo qui ont fait des sondages sur quelle est votre sensibilité politique. Et ceux qui utilisaient le plus Deliveroo, c'est dans les centres urbains, les gens qui votent de gauche. Donc ce paradoxe assez incroyable de cette banlieue qui est mise de côté par les gens de gauche, il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent des résultats de cet ordre-là. Et j'en terminerai par là, parce que vous avez cité un auteur. Paris martyrisé, Paris outragé, mais Paris libéré. Enfin, sauf que la citation de De Gaulle, c'est avec le concours des armées étrangères grâce aux Français. Non, c'est exactement le contraire. En fait, c'est heureusement que les armées étrangères étaient là pour libérer Paris, quoi. Bah tiens, j'en profite pour vous signaler une vente, une vente aux enchères des souvenirs personnels de De Gaulle. Oui, j'ai vu ici une grosse polémique. Ah oui. Oui, c'est Philippe de Gaulle, l'amiral de Philippe de Gaulle, qui est décédé aux Invalides, qui était là, qui est mort à 101 ans, qui la famille disperse quelques souvenirs, mais quelques souvenirs du général, dont des choses très précises, des lettres, je crois, même à sa fille Anne. Et là, je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce que tout ça ne doit pas venir enrichir le patrimoine culturel national plutôt que tomber dans des poches de privé? C'est un vrai sujet. Général de Gaulle, il appartient. Ce sont des choses assez privées, donc on peut estimer que ça n'a pas d'intérêt. Allez sur le site d'Arcurial. Il y a par exemple, l'appel du 18 juin, je crois, qui est en vente aux enchères. Bah oui, c'est un peu dommage. Ouais. Ce sera tout le produit, une partie du produit de la vente sera versée à la fondation Anne de Gaulle. Allez sur le site d'Arcurial parce que c'est intéressant. Moi, j'adore les ventes aux enchères, j'adore regarder les
catalogue. Et là, vous allez découvrir effectivement une partie très intime du général de Gaulle. Qui est mort en faisant une réussite. Hein, vous vous souvenez, il a fait une crise d'apoplexie en jouant, en faisant sa partie de réussite traditionnelle le soir. Et c'est là qu'il faut jamais jouer aux cartes. Il faut jamais tenter la réussite. Il y en a d'autres, c'était différent, non? Oui. Oui, hein. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.